Bonjour, bienvenue au podcast Éduquer pour protéger. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question du développement de l'enfant. Je me présente Sarah Maudali. Je vais parler plus de l'aspect éducation du développement de l'enfant. Moi, c'est Juliette Biron. Je vais parler plus des facteurs biologiques. Moi, c'est Eliott Héroux-Lafont. Je vais parler des facteurs socio-économiques. Moi, c'est Émilie Labarre. Je vais parler plus des impacts de la maltraitance. Parfait. Est-ce que, Juliette, tu voulais commencer avec ton sujet sur le développement de l'enfant par rapport au niveau biologique? Ben oui, on peut commencer. Fait que les facteurs biologiques, c'est tout ce qui vont être les traits d'une personne. Chaque personne a des traits différents. Puis ceux qu'on va regarder le plus aujourd'hui, c'est les facteurs génétiques. Fait que les facteurs génétiques, ça va être tout ce qui est transmis des parents à enfants. Fait que tous les gènes, chromosomes, ADN. Fait que première chose qu'on peut regarder, là, ça va être les maladies génétiques héréditaires. Fait que ça, c'est quand, dans le fond, il y a un gène qui est affecté. Fait que soit il y a une malformation ou soit il y a un défaut dessus qui est transmis à l'enfant. Fait que, tu sais, ceux-là qu'on peut voir, surtout qui vont affecter le développement de l'enfant, là, il va avoir le TDAH, il va avoir la dyslexie, il va avoir l'autisme. C'est trois choses, dans le fond, qui sont quand même assez présentes dans les écoles, surtout aujourd'hui. Fait que, tu sais, si on peut regarder, là, en 2022, il y a eu une étude qui a été faite, puis ça disait qu'un enfant sur 25 était atteint d'une maladie génétique héréditaire. Puis 85% de ces maladies-là sont monogéniques. Fait que monogénique, ça veut dire qu'il y a juste un gène qui est affecté, puis il y a juste un des parents qui est affecté pour que l'enfant lui-même l'aille. Ce qui veut dire que là, de plus en plus de gens ils commencent à naître avec des maladies génétiques qui peuvent les affecter. Puis aussi, tu sais, sur l'autisme, on regardait, il y avait une étude qui a été faite en 2013 qui disait que de 6 à 13 enfants étaient atteints de l'autisme. Puis ils ont refait la même étude, les mêmes personnes 10 ans plus tard pour voir comment ça allait. Puis dans cette étude-là, ils l'ont mis à un enfant sur 50 qui était rendu avec l'autisme. Fait que pour comparaison, c'est de 7 à 14 de plus que 10 ans plus tôt. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose à regarder, là. Tout le monde, tous les gens qui ont l'autisme, je veux pas dire ça se multiplie, mais il y a de plus en plus présent. C'est de plus en plus présent, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est quelque chose à regarder parce que ça les affecte vraiment, surtout à l'école, dans l'éducation. Est-ce que dans ta recherche, tu avais remarqué si, mettons, les personnes justement qui développent ce spectre-là de l'autisme, ça a un impact sur leur développement eux-mêmes? Ça peut avoir un impact sur le développement, surtout sur le développement moteur, développement cognitif. Fait qu'ils vont avoir surtout de la difficulté, oui, à l'école, dans le fond, avec la compréhension, mais tu sais, ça va être surtout avec l'interaction des gens qui va les affecter beaucoup, parce qu'ils ont de la misère, de ce que j'ai lu, à apprendre, parce qu'ils ont de la misère à non seulement transmettre les informations correctement, mais ils vont aussi avoir de la misère à interagir avec les autres, surtout les professeurs. Fait que quand ils ont de la misère, tu sais, ça sera pas les premiers à les demander de l'aide non plus. Fait que oui, tu sais, ça peut quand même les affecter sur l'apprentissage. Mais tu sais, ça, mettons, les personnes qui ont plus de difficultés à aller voir leur professeur, poser des questions, c'est plus comme, mettons, les gens qui ont de l'autisme, ou c'est même tous les gens qui ont des... Comment je pourrais dire ça, tu sais, des maladies comme cognitives, les gens, mettons, qui ont des troubles du déficit d'attention. Est-ce qu'eux aussi ont de la misère, mettons, avec les relations, ou c'est vraiment plus les gens qui ont le trouble du spectre de l'autisme? Ben, ça a surtout été vu sur le spectre de l'autisme parce que, tu sais, on dit c'est un spectre parce que il y a plusieurs sortes d'autisme. Fait que tout le monde est différent, tu sais, il y en a qui sont justement beaucoup plus fermés, beaucoup plus isolés, qui vont avoir plus plus de difficultés, dans le fond, à aller voir les autres. Puis il y en a que eux, ça va être plus facile. Mais tu sais, mettons, on regarde les gens dyslexiques. Ça a aussi été montré dans une étude que les parties socio-affectives sont plus affectées parce qu'ils se sentent moins bons. Puis ils ont fait une étude justement en regardant des gens puis en leur demandant comment ils se sentaient à l'école. Puis ils ont vu que, vu qu'il y avait de la difficulté principalement en mathématiques puis en littérature, que ils s'isolaient plus que, mettons, les autres étudiants qui ont rien. Déjà que la dyslexie, ça l'affecte quand même, la lecture principalement, puis la façon dont le cerveau lit les informations ou entend les informations. Fait que, ouais, c'est pas juste l'autisme, c'est vraiment la plupart. Là, tu sais, TDAH aussi, mais c'est plus... c'est pas une question de pas aller voir les autres, c'est une question que, tu sais, c'est un trouble où il y a de la difficulté à se concentrer, difficulté à traiter les informations, comme la plupart des maladies génétiques héréditaires là, qui vont affecter les parties cognitives du cerveau. OK. Puis, tu sais, mettons, il peut-tu avoir un lien... Mettons, entre... tu dis que ça peut se transmettre comme génétiquement, mais est-ce que aussi, tu sais, des fois, on voit ça justement, mettons, par la prise de drogue, tu sais, ça peut faire ça peut causer comme des maladies ou des déficiences chez les enfants. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ça, mettons?
Ben, entre la prise, mettons, tu sais, des fois c'est des drogues, des fois c'est des médicaments qui vont venir affecter. Du parent-enfant, pas vraiment. Genre, oui, il y a des choses qui peuvent arriver, mais mettons qu'on parle encore des maladies génétiques. Je pense juste le TDAH, que c'est non seulement des facteurs génétiques, mais environnementaux. Mais tu sais, si on veut regarder des choses justement comme la drogue, fait que tous les effets tératogènes, là, fait que effets tératogènes étant une substance que la mère va prendre pendant qu'elle est enceinte de l'enfant, ce qui va faire que l'enfant va peut naître avec des complications ou avec justement des troubles cognitifs. Mais oui, il y a beaucoup de drogues pas nécessairement dures. Là. Des fois, c'est juste des médicaments comme des anticonvulseurs, des antihypertenseurs qui vont faire que le bébé naît avec des malformations ou avec un retard cognitif. OK. Mais tu sais, on voit que c'est de plus en plus présent. Là. Il y a une étude qui a été faite en 2013 sur les femmes enceintes au Canada. Puis on demandait, dans le fond, qu'est-ce qu'ils avaient consommé durant leur grossesse. 13% d'eux ont dit qu'ils avaient consommé de l'alcool. 11% qui avaient fumé la cigarette, puis 5% qui avaient fumé du cannabis. Puis ça, c'est sur une base régulière. Tu sais, c'était pas juste une fois, là, c'était quand même assez souvent. Puis là, c'était en 2013. J'ai essayé de trouver des informations. Il y avait rien vraiment de plus récent. Ils n'ont pas refait une étude. Mais on voit de plus en plus d'enfants naître avec des problèmes comme ça, là, comme le syndrome d'alcoolisation fœtale. Au Canada, en ce moment, c'est la cause la plus répandue de déficience intellectuelle en ce moment. Au Canada, là. Fait que ça veut dire que, tu sais, oui, les mères, ils savent qu'ils ont une certaine responsabilité, mais, tu sais, on sait les effets, mais c'est ça. Ouais, mais tu sais, surtout, ça se peut que ce soit une question de dépendance aussi, mais, ouais, ça peut quand même avoir des grosses répercussions. Moi, j'aimerais juste le dire aussi, genre, petit disclaimer, toutes les choses qu'on va parler, on n'est pas des professionnels sur le sujet, là. Genre, c'est vraiment par rapport aux recherches qu'on a faites. Puis vers la fin de l'enregistrement, il va y avoir aussi un sociologue qui va venir pour pouvoir lui mettre des informations un petit peu plus d'un point de vue plus professionnel. Exactement. Que juste les recherches qu'on a faites. Plus d'expérience que nous. Mais c'est aussi, je pense, important de dire que on n'a pas trouvé ces informations de n'importe où. Là, c'est toutes des recherches scientifiques qui peuvent être soutenues par... Moi, j'avais beaucoup de médecins, de docteurs, tu sais, des gens qui ont un doctorat qui sont des chercheurs. Ouais. Des scientifiques, ouais. OK. On peut aussi se pencher sur la question de l'éducation. Si on commence déjà à la base là, dans les services de garde éducatifs à l'enfance, il y a des grands impacts là, qui sont faits par rapport au développement de l'enfant. Par exemple, si on parle juste des enfants qui jouent à des jeux, ça a un grand impact là, sur le développement autant cognitif que socio-affectif que moteur aussi. Là. Peu importe, là, je donne un exemple, un enfant qui veut jouer avec un camion rouge, mais que c'est un autre enfant qui possède le camion rouge, il va falloir que l'enfant utilise des mots pour demander à l'autre enfant d'avoir le camion en question qu'il voulait avoir. Donc, ça va développer son développement langagier. Puis, juste le fait de jouer avec les autres, de communiquer avec les autres, ça va développer aussi son développement socio-affectif. Sur le plan social, là, il y a une étude qui rapporte que les bénéfices de la fréquentation d'un service de garde, là, ça rapporte dans le fond une augmentation des connaissances sociales, une meilleure capacité à se divertir, puis un degré plus faible de détresse durant de nouvelles situations. Fait qu'on voit ici vraiment que ça a vraiment des avantages, des bons avantages par rapport au développement de l'enfant concernant la fréquentation d'un milieu de garde. Il y a aussi la question de la relation entre l'enfant et l'éducateur qui va avoir des impacts sur le développement. Plus l'enfant, il y a une relation chaleureuse et sécurisante avec la personne qui lui donne ses soins, son éducation, plus il va être compétent, il va avoir de meilleures capacités langagières, une hausse de son niveau d'attention, puis davantage de comportements prosociaux et moins de problèmes comportementaux. Et ensuite de ça, on peut y aller en contexte scolaire. Ça a été démontré aussi, si on continue là, sur la relation entre, ça va être rendu le professeur et l'enfant, ça a été démontré que les enfants qui présentent une relation sécurisante avec leur enseignant attitré sont davantage motivés lors de l'exécution des travaux demandés, ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes, puis une tolérance à la nouveauté accrue, puis aussi une meilleure capacité d'adaptation. Fait que ça aussi, ça va avoir un énorme impact là, sur le développement de l'enfant global là, en tant que tel. Il y a aussi les cours d'éducation physique qui vont aussi favoriser le développement autant physique que social de l'enfant. Ça a été démontré, dans le fond, que les cours d'éducation physique, ça permettait de développer le concept de soi. Dans le fond, les enfants, ils vont démontrer plusieurs émotions dans les cours d'éducation physique, puis ils vont apprendre, dans le fond, à communiquer avec les autres, puis à exprimer leurs besoins, puis leurs désirs selon
dans un contexte d'éducation physique là, avec différentes activités que le professeur va leur avoir demandé. Puis évidemment aussi le développement moteur, là, tout ce qui est marche, vélo, course, attraper un ballon, lancer un ballon, ça va vraiment aider là, au développement moteur de l'enfant que s'il n'allait pas à l'école, par exemple. Puis, est-ce qu'il y a d'autres activités, mettons, tu sais, là, on a parlé gros de l'éducation physique, puis de la relation entre le professeur ou un éducateur avec l'enfant. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le professeur ou l'éducateur peut faire avec l'enfant pour s'assurer de son développement, mettons, global? Oui, mais dans le fond, tout ce qui est les matières que l'enfant apprend à l'école, là, autant le français, les mathématiques, l'univers social, la science, tout ça, ça va permettre à l'enfant de développer son développement cognitif. Il va se faire de nouvelles connexions neuronales qu'on appelle des synapses, puis il va se débarrasser des connexions qui sont pas nécessaires dans son cerveau. Puis ça, là, ça va permettre dans le fond, un développement c'est ça, cognitif là, de l'enfant. Puis aussi social, là, il va se faire des amis à l'école, il va apprendre à communiquer avec les autres pour se faire des amis, justement, puis pour avoir des bonnes relations sociales. Ouais, puis tu sais, on le voit, là, tu sais, mettons, dans nos cours de sociaux, justement, on en parlait, tu sais, l'école, c'est la place où que tu fais le plus de socialisation, surtout quand t'es jeune, tu sais, c'est surtout la famille, puis justement, tes camarades de classe, puis tout, tu sais, c'est là que t'apprends, mettons, vraiment comment socialiser, puis, tu sais, que tu deviens, mettons, un petit peu plus toi-même, là, tu sais, que tu fais ta personnalité. Ben oui, exact. C'est là aussi qu'il va apprendre, tu sais, les différentes règles, les comportements que les autres font. Il va être vraiment influençable aussi par rapport à ses pairs. Ouais. Puis il va apprendre différentes choses qu'il n'apprend pas nécessairement à la maison, mais qu'il va apprendre justement à l'école. Ouais, ça montre comment, tu sais, agir en société, puis tout. Ouais. Tu sais, je pense que c'est pas pour rien, mettons, que... Tu sais, moi, justement, dans mes recherches, c'est ça que je voyais aussi, mais c'est pas pour rien que le fait de pas envoyer son enfant à l'école ou de pas lui donner, mettons, de lui faire des activités qui sont assez... c'est comment je pourrais dire, qui l'aident à comme, pousser son développement, puis à pousser des réflexions. C'est considéré comme de la négligence parce que, tu sais, justement, tu empêches ton enfant de se développer comme il faudrait, tu sais, mettons, comme un enfant, tu sais, considéré comme normal, là, comme il devrait faire normalement, là. Ouais. Mais, admettons, dans les recherches que tu as faites, est-ce que tu as vu la différence, admettons, entre un enfant qui fait l'école à la maison versus un enfant qui fait l'école justement à l'école? Là? J'ai pas vu de recherche qui posait, dans le fond, cette question-là entre la différence entre école à la maison versus à l'école. Mais c'est sûr que ça a des impacts là, au niveau social de l'enfant. L'enfant qui est à l'école, il est constamment en relation avec les autres, fait qu'il est constamment en train de parler puis d'interagir avec les autres, fait qu'il va développer des comportements prosociaux, puis il va apprendre des choses que nécessairement, si tu fais l'école à la maison, t'es en interaction avec tes parents, puis c'est tout. T'es pas en interaction justement avec des élèves ou d'autres enfants de ton âge. Puis c'est ça. Fait que c'est sûr que ça a des impacts là, au niveau social. Là. Concernant le milieu familial, j'ai aussi vu une recherche qui disait dans le fond que les parents qui adoptent des pratiques parentales positives puis qui incitent l'enfant dans le fond à développer son autonomie de différentes façons, là, ça va influencer directement le développement cognitif de l'enfant. Puis il est plus probable dans le fond qu'il ait de meilleures relations sociales avec ses pairs. Donc c'est ça. Puis une autre étude aussi qui dit que la permissivité est corrélée avec les problèmes d'attention et d'apprentissage, des attitudes hostiles à l'égard des professeurs, de ses pairs, un contrôle rigide, induit de l'anxiété, la passivité ou encore un comportement obsessionnel. Fait qu'on voit vraiment ici qu'un parent qui est vraiment trop permissif, ça va vraiment avoir des impacts plus négatifs là, par rapport à l'enfant. Il va être plus anxieux, oui, évidemment aussi là, à l'école. Il va avoir de la misère justement à savoir quel cadre suivre parce qu'il n'y a pas de cadre à la maison justement en tant que tel vraiment défini qui lui permet dans le fond de se développer puis d'apprendre de développer aussi son autonomie là. Puis est-ce que trop autoritaire, ça peut avoir d'une façon les mêmes pas les mêmes répercussions vu qu'il va avoir un cadre, mais est-ce que ça a des mauvaises... Trop autoritaire, ça va empêcher justement le développement de son autonomie parce que l'enfant va constamment attendre de recevoir des règles justement d'un adulte en tant que tel, fait qu'il va comme s'empêcher de faire des choses par lui-même. Et c'est sûr que le développement de l'autonomie, ça va vraiment être négligé là, si le parent est plus autoritaire parce qu'il reçoit constamment des règles puis des consignes pour bien agir. Mais dans le fond, l'enfant, là, il est vraiment brimé de cette autonomie-là qui peut se développer. Là. Ils sont comme trop encadrés, genre. Ouais, exact. C'est ça,
Ouais. Est-ce que l'école peut aider avec ça? Tu sais, si le parent est très autoritaire puis est très strict, est-ce que si on les envoie à l'école, est-ce qu'ils vont suivre le même principe de je me fais donner des règles par le professeur, je me fais demander quelque chose, je vais suivre ça? Ou est-ce que ça se peut que à l'école, justement, les professeurs leur apprennent à devenir un petit peu plus loose puis un petit peu plus autonome? De ce que j'ai lu, c'était vraiment... Ça se répétait aussi à l'école. Fait que l'enfant était vraiment anxieux, il attendait vraiment les consignes des professeurs, puis il essayait pas des affaires nouvelles pour justement développer son autonomie. Là. Il va vraiment attendre qu'on lui donne une consigne pour faire telle chose. Là. Fait que c'est vraiment... Ça se reproduit vraiment à l'école. Là. Mais je pense que, tu sais, mettons, pour certaines affaires, l'école, elle peut quand même pallier pour ce que les parents, ils donnent pas à leurs enfants ou ce qu'ils leur donnent trop. Tu sais, mettons, peut-être pas pour cette situation-là, peut-être pas pour l'autonomie, mais, tu sais, mettons, je sais que les parents, justement, tu sais, tantôt, on parlait des fois, ils manquent comme de rigueur dans le processus de leur montrer, tu sais, de leur proposer des activités qui sont... enrichissantes, mettons, pour leur développement. Mais tu sais, je sais qu'à l'école, justement, il y a vraiment plus... C'est là qu'ils vont encadrer l'enfant, puis ils lui en proposent beaucoup plus, mettons, que certains parents le font, tu sais. Ouais, 100%. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est sûr que le milieu familial a un impact sur le développement de l'enfant, là. On peut penser que la maltraitance puis la négligence est moins présente, mais même si les modèles familiaux, ils changent d'année en année, ben c'est encore quelque chose qui est vraiment présent. Puis, tu sais, mettons, au niveau mondial, il y a encore 400 millions d'enfants qui subissent fréquemment de la violence dans leur milieu familial. Puis, au Canada, en 2019, le nombre d'enfants qui étaient victimes, c'était de 69 691. Tu sais, c'est quand même vraiment beaucoup pour comment je pourrais dire, tu sais, une société qui est quand même plus ouverte à ça. Tu sais, je veux dire, on a des lois, on a des protocoles pour quand il y a des enfants qu'on pense qui sont victimes, mais tu sais, c'est encore quelque chose qui est vraiment fréquent. Est-ce que tu as vu, admettons, dans tes recherches, la différence, admettons, ben, je sais pas, au pourcentage entre, admettons, le Canada puis d'autres pays? Ou, non, même pas, mais, ben, tu sais, mettons, j'avais vu, mettons, des études plus comme... au Québec puis au Canada. Okay. Puis, tu sais, mettons, au Canada, c'est vraiment plus large. Tu sais, comme j'ai dit, c'est 69 191. Mais au Québec, en 2012, il y avait 50% des Québécois qui disaient qu'ils vivaient de la violence psychologique constamment. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment énorme. Là. Puis, genre, je veux dire, on est au Québec. Tu sais, mettons, genre, je pense aux pays, mettons, qui sont moins développés, qui ont moins d'argent. Tu sais, mettons, en Afrique, où, tu sais, c'est sûr que les conditions sont moins bonnes qu'ici. Puis je veux dire, tu sais, on a quand même des hauts chiffres ici. Fait que j'imagine pas ce que c'est en Afrique. C'est sûr que dans des pays plus défavorisés, c'est sûr que ça doit être vraiment intense. Là. Mais après, c'est sûr que peut-être d'une façon, dans ces pays-là, c'est peut-être pas leur priorité numéro un aussi. Ouais, c'est sûr aussi, ça dépend de la culture, là. Tu sais, je veux dire, quand on a fait l'entrevue justement avec la personne qui avait travaillé à la DPJ, elle nous le disait, souvent les personnes qui venaient ici, puis qui se faisaient interpeller comme par la DPJ, c'est pas pour généraliser, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient immigrantes. Puis c'est que dans le fond, tu sais, c'est vraiment rien contre eux, mais ils ont des façons autres que les nôtres de comment je pourrais dire, tu sais, par rapport, oui, c'est ça, tu sais, l'éducation, la culture, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est différente. Puis, tu sais, mettons, elle disait que tu sais, de faire de la violence physique, surtout pour éduquer les enfants, mais c'était quelque chose qui était vraiment commun pour les immigrants. Puis, tu sais, souvent, c'est pour ça qu'ils se font interpeller. Tu sais, mettons, l'enfant va arriver à l'école, il va avoir comme un petit bleu ou, tu sais, quelqu'un s'en rend compte, ben là, ils vont, c'est sûr qu'ils vont comme porter plainte à la DPJ. Puis ensuite de ça, ben là, les autres, les immigrants, ben ils comprennent pas toujours parce que pour eux, c'est quelque chose de normal. C'est comme ça qu'eux aussi ont probablement été éduqués. Mais tu sais, ici, la punition corporelle, ben c'est plus légal. Puis, ben c'est ça, il y a des gens qui la pratiquent encore, là. Mais, ouais. Puis est-ce que ton chiffre, là, 69 691, c'est les cas qui ont été déclarés ou c'est juste... Ah ouais. Okay. Ça, c'est juste les cas qui sont déclarés. Fait que c'est sûr qu'il y en a plus que ça. Puis, tu sais, c'est ça aussi que je disais que j'avais vu dans mes recherches. Tu sais, c'est pas tous les cas qui sont déclarés. La plupart des cas, en fait, là, ils sont couverts comme par... on dit que c'est des chutes. On dit que l'enfant s'est blessé lui-même, que ils vont trouver comme plein de comment je pourrais dire, d'explications pour couvrir la maltraitance que les enfants subissent. Puis,
ben on s'en rend pas toujours compte, là. Je veux dire, un enfant qui tombe, ça se peut, là, mais un enfant qui tombe puis qui se casse les 2 bras, les chevilles, clairement, il y a quelque chose de pas normal, là. Puis même qu'on a vu, dans pas mal toutes les entrevues qu'on a faites avec les professionnels, ils le disaient, là, mais la plupart des parents qui vont avoir de la négligence avec leurs enfants, en général, ne le savent même pas eux-mêmes qu'ils font de la négligence. Fait que tu sais, c'est quand même un point qu'il faut noter, là. Ouais, ben tu sais, ben c'est ça, je reviens encore aux immigrants, mais tu sais, mettons, pour eux, c'est pas quelque chose de mal, tu sais, c'est quelque chose qui est complètement normal. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des personnes qui font justement, qui font de la violence physique ou même de la violence psychologique, puis eux, ils pensent que c'est une façon d'éduquer, que c'est correct. Puis tu sais, même pour les personnes qui sont maltraitées, tu sais, les victimes, ben justement, quand on a fait nos entrevues, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils s'en rendaient pas compte que c'était pas normal. Puis, Ils savent pas qu'ils sont différents. C'est ça, tu sais, t'es éduqué là-dedans. Toi, tu vois pas nécessairement dans les autres familles c'est quoi. Fait que, surtout quand t'es jeune, puis si t'es victime de négligence et tout, t'as peut-être moins la chance d'aller jouer chez des amis. Tu sais, la socialisation, souvent, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, qui est brimé pour l'enfant si tu vis de la maltraitance. Fait que, ils n'auront pas la chance d'aller dans un autre milieu familial, de voir les différences. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose de majeur quand même, parce que si tu t'en rends pas compte, ben tu peux rien faire comme pour t'aider toi-même. Puis, même si les autres essayent de t'aider, ben justement, toi, tu sais pas que c'est pas bien. Fait que t'as pas nécessairement le goût de recevoir de l'aide. Tu sais, il y a le fait aussi que, tu sais, justement, si t'es un enfant très jeune, mettons, tu sais, au primaire, si t'es pas habitué de socialiser, justement, tu sais, si tu restes souvent dans ton coin, tu t'isoles, tu vois pas comment tes camarades de classe interagissent avec leur famille à eux, tu ne sauras pas que c'est pas normal, puis tu sauras pas pour demander de l'aide. Tu sais pas que c'est nécessaire pour toi, fait que tu le feras pas aussi. Ouais, exact. Bien sûr. Ouais. Puis, tu sais, mettons, ben, justement, les personnes qu'on a passées en entrevue, ils disaient tous que c'était, mettons, en grandissant, ben, ils ont fini par aller plus, mettons, chez d'autres amis ou, tu sais, ils se sont bien rendus compte que c'était comme pas normal, mais c'est vraiment juste quand ils ont sorti de leur milieu familial. Tu sais, c'est pas une généralisation. Il y a des gens qui savent que c'est pas correct depuis le début, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'en rendent compte comme vraiment plus tard. Puis c'est après ça comme qui acceptent plus de recevoir de l'aide, justement, ouais. Puis ça, une statistique qui m'avait quand même impressionné quand on avait fait les entrevues, je pense que la personne de la DPJ l'avait dit, puis le prof de psychologie aussi l'avait dit. Une des choses aussi qui revient, c'est que malgré que les enfants, en général, qui subissent de la maltraitance à la maison, on aurait tendance à penser qu'ils vont manquer de l'école, mais en général, c'est très rare qu'ils manquent l'école. Ils vont être à l'école. Puis même s'ils vont avoir des bleus, c'est juste qu'ils vont plus les cacher. Fait qu'ils vont être vraiment plus retirés dans les écoles, mais c'est pas vrai la pensée comme populaire qu'on pense. Que le monde va manquer de l'école quand ils subissent la maltraitance. Ouais, ben moi, c'est vraiment ça. Puis dans mes recherches, c'est ça que j'avais vu aussi, tu sais, que ça pouvait lier à, tu sais, mettons, à diminuer la fréquentation scolaire. Puis moi, je pensais vraiment que, justement, tu sais, c'était pour que c'était les parents qui décidaient de pas envoyer leur enfant, tu sais, parce qu'ils voulaient pas se faire prendre par la DPJ. Puis moi, je pensais, c'est ça, c'était pour ça qu'ils envoyaient pas leurs enfants. Mais en fait, c'est vraiment pas vrai. Puis peut-être que dans d'autres pays, plus, là, mais ici, ils envoient quand même leur enfant à l'école. Puis, tu sais, c'est ça, souvent, ils pensent même pas que c'est mal. Fait que, ils pensent pas plus que ça, ils l'envoient à l'école. Puis eux, dans le fond, sont peut-être bien contents de tiens, bye, l'enfant. Je suis libre pour la journée, là, mettons. Mais est-ce qu'il y avait justement, tu sais, un des professionnels qui avait expliqué que c'était ça? Ben, pas nécessairement que c'était ça, mais pourquoi? Tu sais, est-ce que c'est justement parce qu'ils ont une haine envers l'enfant? Fait que, tu sais, l'envoyer à l'école, c'est plus facile? Est-ce que c'est pour, justement, pas qu'il se fasse prendre parce que, tu sais, t'envoies à l'école. Un enfant qui va pas à l'école 3 jours sur 5, là, ça va prendre quelques secondes avant que quelqu'un réalise que c'est pas correct. Ouais, ben c'est ça que dans le fond, la personne qui avait travaillé pour la DPJ, c'est ça qu'elle expliquait, c'est que en fait, ça élève plus de soupçons que d'autres choses de pas envoyer ton enfant à l'école, puis ça peut être juste quelque chose que la DPJ peut intervenir. Tu sais, l'école, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire là, ici, fait que si, mettons, t'envoies pas ton enfant à l'école, ben c'est sûr qu'il peut avoir le professeur pour faire une plainte à la DPJ puis dire, tu sais, voyons donc, c'est quoi ça, l'enfant, il manque d'éducation, puis ouais, non, c'est ça. Fait que oui, ça peut élever des soupçons, mais tu sais, mettons, ça m'amène à penser plus, j'avais compris ta question, mettons, plus, c'est quoi qui fait, mettons, que la violence est présente, tu sais, pourquoi ils font de la violence, puis, tu sais, mettons, à ça, moi, dans mes recherches que j'avais vues, c'est que c'est pas toujours, tu sais, mettons, de la haine envers l'enfant. C'est juste que souvent, mais comme on a dit tantôt, ça peut être à cause de ta culture. Tu sais, mettons, t'es élevé comme ça.
Fait que tu penses que c'est bien, tu le refais à ton enfant. Ici, au Québec, mettons, la plupart des Québécois qui vont faire de la maltraitance, surtout physique, de la violence physique, ben ça, j'avais vu que c'était plus... tu sais, mettons, ben encore une fois, c'est de la... Comment je pourrais dire? C'est comme un cercle. Fait que dans le fond, toi, t'en avais déjà vécu. Mettons le parent, il en avait déjà vécu, puis après ça, il le fait vivre à son enfant, puis il y a des très bonnes chances que l'enfant qui est maltraité, ben, il va le refaire avec ses enfants plus tard. Même chose pour tout ce qui est par rapport à plus la violence conjugale, c'est aussi, ça faisait partie de mes recherches, tu sais, mettons, d'assister à la violence conjugale, juste être témoin ou de la violence dans la famille, même si t'es témoin, ben, t'as quand même plus de chances de le refaire après, parce que c'est des comportements que t'as observés, puis que tu t'es comme approprié, mettons. Puis souvent, ils font ça sans s'en rendre compte. Puis la plupart des gens qu'on a interviewés, ben en fait, tous les gens qu'on a interviewés qui avaient vécu de la maltraitance, c'est exactement ça, c'est que leurs parents en avaient eux-mêmes vécu avant, puis ils l'ont juste reproduit. Puis tu sais, si on pense aux générations avant, ben c'était quelque chose qui se faisait là aussi, là, genre taper avec la règle ou des choses comme ça, taper avec la ceinture, c'était des choses qui étaient, tu sais, quand même communes, là. Fait que normal dans le temps. Oui, c'est ça. C'était pas... Ben, c'était normal de le faire, justement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... À quelque part, peut-être que, ben, il y a des générations qui, ben, je veux dire, qui n'ont pas compris, mettons, que c'était pas bien, puis que ça avait des impacts directs sur le développement de l'enfant, ben, eux, ils continuent quand même à le faire. Mais, tu sais, je pense aussi que c'est sûr qu'il doit y avoir un lien aussi avec le secteur dans lequel tu grandis, tu sais, mettons, la pauvreté, ou c'est sûr que ça aussi, ça a un impact sur le milieu familial puis sur le développement de l'enfant. Là. Toi, c'est plus là-dessus que tu avais fait tes recherches? Ouais, oui, d'une façon, j'avais fait sur les facteurs socio-économiques, fait que justement, ce que la pauvreté, puis, mettons, comment tes parents sont dans la vie, impact sur toi, là. Puis justement, on allait en parler avec justement un sociologue qui, lui, c'est pas nécessairement basé que là-dessus, mais qui a fait des études là-dessus. Fait qu'il pourrait nous donner des réponses pas professionnelles, vu qu'on a des recherches, nos recherches sont quand même poussées. Mais lui, justement, avec ses recherches qu'il a faites au cours de son parcours, il pourrait nous donner des meilleures réponses. Ouais. OK. Bon, ben, comme on a mentionné tantôt, on a un invité spécial avec nous. Salut! Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Alexandre Boisvert, prof de sociologie. Puis, tu as combien d'années d'expérience dans le domaine? Dans le domaine? Ben, dans l'enseignement, je suis rendu à ma 15e année. En sociologie, bon, à partir de quand je deviens un sociologue? À la fin du bac ou à la fin de la maîtrise? Je dirais, grosso modo, en socio, une vingtaine d'années. OK. Est-ce que tu as fait un autre emploi avant de devenir enseignant? J'ai fait pas mal. Ouais. J'ai travaillé dans des usines. OK. Usine de recyclage, usine de recouvrement de goudron. J'ai travaillé dans une job aussi là, de textile. Par la suite, les camps de jour, j'ai travaillé pendant 4 ans. 4-5 ans dans les camps de jour. À peu près 4 années ici là, à Drummondville, puis une année à Orléans, là, à côté d'Ottawa. Et par la suite, là, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé à l'Ensoleillement, qui est un organisme communautaire d'urgence sociale. Et par la suite, j'ai travaillé aussi 2 ans à peu près au ministère des Anciens combattants pour réintroduire les militaires dans la vie civile. Et je suis revenu enseigner là, par la suite. Puis je suis dans l'enseignement depuis. OK. Parfait. Quand tu as travaillé pour l'Ensoleillement, est-ce que tu étais en contact avec des enfants? Oui, parce qu'on avait, en fait, l'Ensoleillement à l'époque avait un objectif qui était unique au Québec, d'avoir une aile familiale. Parce qu'on réalisait de plus en plus, Jacinthe Dor, qui est la directrice de l'Ensoleillement, voyait qu'il y avait une lacune, que l'itinérance changeait, la pauvreté également augmentait et que des familles pouvaient se retrouver à la rue et se retrouver en situation d'itinérance. Et donc, ils avaient, quand ils ont acheté leur nouveau bloc, leur histoire n'est plus nouveau parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils s'étaient assurés d'avoir un espace familial où il y avait la chambre des maîtres, la chambre des enfants, puis un petit espace cuisine pour vraiment recueillir les familles. Parce qu'il n'existait pas rien par rapport à ça, tout particulièrement pour les hommes avec des enfants. Il y a des centres d'hébergement pour femmes qui acceptent que les femmes peuvent venir avec les enfants, mais pour les hommes, il n'y avait absolument rien, sauf, je crois, aux zones dans le coin de Valleyfield ou quelque chose comme ça, je vais de mémoire. Là. Donc, ils avaient tenté de mettre ça en place. Okay, c'est quand même intéressant. Ouais. Est-ce que pendant que tu as travaillé là, tu as été témoin de violence envers des enfants ou pas vraiment? Pas de violence physique, Okay. parce qu'évidemment, violence physique, c'est quelque chose qui est très peu toléré dans la société, puis les gens en sont pas mal conscients. Mais violence verbale,
Ça, oui. Du fait, bon, le père, bien, évidemment, il faut prendre en considération le père dans une situation qui vit énormément de stress, il est en contrôle de rien, puis bon, les enfants, c'est des enfants. Des fois, les enfants pouvaient être un peu méchants ou pouvaient des fois être plus turbulents, et là, le père de crier après. Donc, crier relève quand même de la violence verbale, plus à ce niveau-là. Mais violence psychologique, ben, un peu de violence psychologique de par des menaces, mais des menaces de bon, si tu fais pas ça, tu vas le regretter, des trucs comme ça, mais rien de concret là, par rapport à ça. Mais évidemment, c'est sûr que le parent est quand même conscient dans quel milieu qui est. Les intervenants qui travaillent là, mais on est formé pour pouvoir intervenir s'il arrive quelque chose. Évidemment, il y a peut-être un petit peu plus de contrôle à ce niveau-là. La seule situation, je pourrais dire, c'est dans une situation, c'est pas de la violence, c'est de la maltraitance assez, je dirais, ultime là, d'exploitation. Mais c'est pas pendant mon travail, c'est pendant un voyage. Que ce soit le métro de Paris ou le métro de Lyon, un des deux. Mais une jeune fille qui quittait, puis quand je dis une jeune fille, 5-6 ans. Mais pas de souliers, nu-pieds, les pieds crades, puis qui se promenait d'une personne à l'autre, demandait de l'argent. Puis là, tu voyais le père qui était plus loin, qui regardait, puis qui attendait qu'il ramène de l'argent. Ça servait de sa fille principalement là, pour soutirer de l'argent. Ça, c'est la situation la plus ultime que j'avais vue là, d'exploitation. Mais c'était pas dans mon travail. OK. Pendant tes années d'expérience, est-ce que tu as remarqué si soit la pauvreté, soit les substances psychoactives, ça influençait la maltraitance dans les familles? Ça, c'est plus, je pourrais pas dire en termes de ce que j'ai pu voir directement. Ben, c'est sûr, si je prends les exemples des personnes que je côtoyais, de voir comment justement les substances, que ce soit des drogues, des dépresseurs ou des psychostimulants ou un cocktail de tout ça, c'est sûr de voir comment ça les désorganise dans la vie quotidienne. C'est clair, net et précis que dans une situation familiale, ils vont peut-être pas être dans une situation nécessairement de violence physique ou de violence verbale, mais de la négligence, c'est sûr. Puis quand on parle de négligence, c'est de faire en sorte que l'enfant ne soit pas dans un milieu sécuritaire, parce qu'à ce moment-là, l'alcool, les drogues vont être à disponibilité de l'enfant. La personne peut tomber tellement dans un état second que pas en mesure de regarder si l'enfant est en danger. Et aussi de s'assurer que l'enfant peut se nourrir, des trucs comme ça. Donc ça, c'est sûr, parce qu'il y a des situations que les personnes, c'est ça, ils perdent tellement la carte. Dans une situation familiale, c'est impossible. Mais encore là, de toute façon, avec l'ANSO, la règle, c'est si tu es en état de consommation, on ne peut pas te garder. De toute façon, une personne en état de consommation n'aurait sûrement pas arrivé avec ses enfants. Là. Ouais. Les aurait laissés quelque part, c'est pas mal certain. Mais c'est sûr, là-dessus, les recherches le démontrent clairement que c'est un facteur de risque important. Les gens qui ont des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool, qui vont être plus à risque de faire la maltraitance, tout particulièrement la négligence. OK. Mettons, là, on reste dans le contexte dans Soleil et Vent. Mm-hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des enfants qui viennent justement en Soleil et Vent pour se cacher de leur famille parce que... Oui, ça a déjà arrivé. Mais c'est sûr, plus de ceux que je me rappelle, étaient vraiment en moyenne, là, c'était autour de 16 ans. Pas pour... mais en fait, les cas que j'ai vus, étrangement, c'est pas tant qu'ils se poussaient de leur famille pour se cacher. En fait, c'est leur famille qui les expulsait. C'est plus ça que j'ai pu voir. Je me rappelle d'un cas assez frappant. Le jeune, son père l'avait surpris, avait réalisé en fait que son jeune vendait de la drogue. Et le père était dans un emploi quand même assez important de Drummondville, dans le domaine de la sécurité, si je pourrais dire comme ça. Puis pour lui, c'était comme inacceptable, parce que d'avoir son enfant qui vend de la drogue, puis que lui, il est comme de l'autre côté de la barrière, on pourrait dire. Il avait coupé tout le lien. Il a dit « Toi, t'es plus mon fils, je t'expulse. » Puis en lanceau, généralement, on ne peut pas accueillir des gens qui sont mineurs, à part si les parents l'autorisent. Et là, on avait pu avoir l'autorisation de la mère, parce que la mère essayait quand même que l'enfant puisse rester à la maison, mais pas capable de traiter avec le père. Donc là, lui, on avait pu le garder quelques temps, mais on l'avait transféré quand même assez rapidement à Habitation, une clientèle plus jeune et moins avec des gens là, qui sont des adultes. Et il y en a un qui avait été expulsé de sa famille parce qu'il était violent, mais lui, s'en est bien tiré. Lui, ça a pris
Il est resté, je pense, 6 mois. Après ça, il est devenu bénévole. Puis aujourd'hui, il a sa maison, sa famille, ses enfants. Puis ça se passe bien. Moi, je suis encore en contact avec lui, puis ça va bien. Okay. Lui, il avait été expulsé là, parce qu'il avait des comportements assez violents, il avait de la difficulté à gérer ses émotions et sa colère. Tu sais, mettons, les gens là, qui avaient comme soit de la. Justement, les enfants qui vivaient comme plus. Qui avaient des problèmes de comportement ou de consommation, est-ce que tu sais si c'était quelque chose qui était déjà comme partagé dans leur famille? Est-ce que comme leurs parents avaient aussi ces problèmes-là? Ou... Bien, comme celui que je vous ai parlé, là, que ça, c'est pas mal le cas le plus lourd qu'on avait. Sa mère, les problèmes de santé mentale qu'elle avait, c'est sûr, ça a eu des conséquences dans ses difficultés de pouvoir prendre soin de son enfant qui, par la suite, a eu des difficultés. De ce que je me rappelle, ça m'avait quand même surpris. C'est arrivé 2 fois. Puis, il faut prendre en considération, j'ai travaillé là 2 ans et demi. J'ai pas fait une carrière là-bas. Donc, imaginez en 2 ans et demi tout ce qu'on peut voir. Une carrière, c'est autre chose. Là, mais en 2 ans et demi, j'avais resté surpris. J'ai vu 2 situations. C'est sûr que là, c'était dans les 2 cas, c'était des jeunes filles qui étaient déjà au début vingtaine. Mais on avait ces jeunes filles-là qui étaient en lanceau et leur père en même temps. Et là, on voyait vraiment une situation. Puis des fois, c'était pas tant évident parce que les deux, ils étaient en conflit, donc ça rendait les choses complexes, mais on voyait que, justement la reproduction sociale, que l'enfant reprend un peu le même pattern que le parent. Ça, c'est arrivé à 2 occasions là, de voir cette situation-là, puis de voir que les problèmes étaient assez similaires en termes tout particulièrement de consommation. Là. Fait que oui, il y a un lien qui peut être fait, mais c'est pas un lien qui est systématique. C'est pour ça qu'on parle toujours en termes de facteurs de protection, facteurs de risque, parce que ce qui peut nous influencer à développer des problèmes de comportement, se retrouver dans la pauvreté ou reproduire de la maltraitance, c'est multifactoriel là, de qui, c'est qui ton entourage, c'est quoi ta situation socio-économique. Puis encore là, mais il y a tout le temps un élément qui est rattaché avec, comment je pourrais dire ça, la personnalité même qui nous habite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique non plus. Il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation qui vont reproduire exactement la même situation. Puis il y en a d'autres, au contraire, vont agir totalement à l'inverse parce qu'ils ne veulent pas vivre cette situation-là. Puis ça, c'est les facteurs, on pourrait dire, un peu plus imprévisibles là, qu'on ne peut pas contrôler. Ouais. Avec ton expérience, comment est-ce que tu penses que la maltraitance peut affecter la santé mentale ou physique? Je vais y aller en 2 temps. Physique, c'est sûr, on dit souvent, dans le milieu, les blessures physiques, bon, ça cicatrise, ça guérit, tandis que les blessures psychologiques, c'est plus complexe. Ouais. Là, mais il reste quand même que dans les blessures physiques, tout dépendant encore là des personnes, pour certaines, particulièrement si ça a été de la violence physique sévère, qui laisse des séquelles visuelles, mais pour la personne, elle va porter ça comme un peu des stigmates, mais également comme un drôle de terme que je vais utiliser, mais comme un souvenir. Ouais. Ça va toujours lui rappeler ce qu'elle a vécu, le milieu d'où qu'elle vient. Certains vont voir ça comme étant une force pour dire mais ça me permet de ne pas oublier puis de ne pas reprendre. Puis il y en a d'autres au contraire, mais ça leur rappelle sans cesse qu'ils ont été une victime. Tout dépendant comment la personne et son entourage, la façon qui a été supportée, va le vivre. Des fois, ça peut être une force, comme je l'ai dit, comme ça peut être une faiblesse. Mais sinon, souvent, physique, il peut y avoir des problèmes qui peuvent se faire également. Bon, c'est tout dépendant des blessures. La personne peut garder un certain handicap au niveau de ses déplacements, des fois au niveau auditif, ça peut être au niveau visuel, à différents niveaux. Ça peut venir toucher plus à l'intérieur également, on le voit de plus en plus. Les jeunes qui ont vécu de la violence physique, plus de chances de tomber dépressif, plus de chances de développer de l'anxiété. Donc, il va y avoir les blessures physiques vont amener des problèmes psychologiques par la suite. Ça, c'est vu. Et il y a des études qui ont démontré que des femmes qui ont une grossesse et qui vivent justement de la violence, qui vivent de la maltraitance ou qui sont dans une situation de pauvreté, leurs gènes vont se modifier pour être comme tout le temps dans une situation, vu qu'ils sont toujours comme face à une menace. Et cette modification-là du gène va se transmettre à l'enfant, que par la suite va être plus, on pourrait dire, plus à risque justement de développer des problèmes d'anxiété, que cette idée de tout le temps être en mode alerte, va tout le temps être actif. Ça, c'est des gens qui vivent cette violence-là, vont développer ça pour leur survie, mais vont leur transmettre. Puis au niveau le niveau psychologique, ça c'est clair, l'estime de soi, la possibilité de pouvoir se prendre en main, la possibilité de pouvoir trouver des solutions, la possibilité de faire confiance aux gens. Ça va être fortement affecté, qui fait en sorte que souvent, mais c'est ça qui va venir
être un élément qui va mettre des bâtons dans les roues pour la personne de pouvoir s'en sortir ou de modifier un peu sa situation. Là. OK. Moi, mon cas théorique, justement, il était par rapport aux facteurs socio-économiques. En grande majorité, la pauvreté. Dans mes recherches, j'avais vraiment vu que la pauvreté pouvait impacter sur les résultats scolaires des enfants en jeune âge. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Tout à fait. Ouais. Et ça, tu as fait des bonnes recherches parce qu'effectivement, c'est toujours le cas. Les statistiques le démontrent toujours, année après année. Les jeunes qui viennent de milieux de socio-économiques plus difficiles, c'est plus compliqué pour eux la réussite scolaire. Puis les statistiques sont vraiment intenses, là. On parle un jeune qui vient d'un milieu socio-économique difficile. Là, j'y vais de mémoire, là, mais je pense que 30% d'entre eux vont être capables de se rendre à l'université, contrairement à ceux qui viennent d'un milieu aisé, qu'on touche autour du 85%. C'est assez. Puis au niveau collégial, je pense que c'est 60% d'entre eux versus 90% pour ceux qui sont au milieu. Là, je vais à peu près de mémoire, mais c'est une différence de près de 50%, là, de 50-60% entre les gens qui viennent de milieux favorisés, défavorisés, par rapport à la poursuite dans des études supérieures. Puis on le voit également au niveau des échecs scolaires. C'est sûr que là, actuellement, on voit qu'il y a beaucoup plus d'échecs scolaires chez les garçons que chez les filles. Mais quand on regarde chez les filles, celles qui sont plus en échec viennent d'un milieu social plus défavorisé. Puis quand on regarde chez les garçons, oui, il y en a plus de garçons qui décrochent ou qui ont des difficultés scolaires, mais dans ceux-là, on voit vraiment beaucoup plus de jeunes qui viennent de milieux défavorisés que de milieux favorisés. Ouais, de ce que j'avais vu, moi, c'est que, admettons, quand ils sont vraiment jeunes, il y a une grande impact. Plus ils vieillissent, fait que, mettons, je suis rendu, s'ils se rendent au collégial, après, c'est quand même assez semblable avec les autres. Oui. Mais rendu aux études supérieures, effectivement, comment je peux dire ça? La différence se vit moins. C'est sûr qu'à ce moment-là, des fois, la poursuite rendue là, c'est pas tant l'intérêt ou la capacité, ça va être davantage la question monétaire qui va les freiner entre le collégial et l'universitaire, mais même rentrer au collégial. Mais au niveau des difficultés scolaires, les échecs, tout ça, on le voit clairement, effectivement, primaire. C'est souvent là que le rapport à l'école va être un rapport qui va devenir hostile à cause des échecs, où l'éducation va avoir une perte de sens, où que l'enfant, il n'y aura pas un sentiment d'attachement par rapport à l'éducation, et que ça va se poursuivre par la suite là, au secondaire, où souvent, ce qu'on voit, c'est que vraiment à l'âge de 15-16 ans, là, c'est là qu'il y a le décrochage. Mais en même temps, un milieu plus défavorisé, malheureusement, sans leur lancer des roches, ils sont dans un contexte où leur priorité, c'est leur survie. C'est à savoir, le jeune se questionne à savoir d'abord avant tout, vais-tu pouvoir manger demain? Ou encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez nous parce qu'on est dans un loyer on ne peut pas fermer notre porte, puis c'est des junkies qui habitent comme on a comme voisins. Je suis dans un quartier qui n'est pas sécuritaire et tout. Donc, ils pensent à leur survie tout le temps. Fait qu'eux, de se dire, j'ai-tu bien appris ma table des mathématiques aujourd'hui, c'est pas une priorité. Non, je comprends. Fait que c'est souvent cet élément-là qui fait en ça. Puis aussi, mais l'autre élément, ils sont dans un milieu où les parents vont pas non plus contribuer, malgré eux, à faire en sorte que l'enfant développe une curiosité intellectuelle, une curiosité d'apprendre, parce que, encore là, ils sont uniquement en termes de on s'adapte puis on tente de survivre. OK. Autre question. Est-ce que tu penses que les habitudes de vie des parents influencent celles des enfants rendus plus vieux? C'est-à-dire, mettons, tu as des parents qui boivent beaucoup d'alcool, qui consomment. Est-ce que ça va influencer les enfants? C'est sûr, encore là, tout dépendant de ce que tu as pu avoir eu comme modèle ou plus qu'une personne, un jeune, une mosaïque, si je pourrais dire, là, de différents types de comportements, mais plus il va pouvoir, on pourrait dire, choisir qu'est-ce qui lui convient le plus. Mais c'est sûr que c'est surtout au niveau de la banalisation des fois de certaines habitudes de vie. Consommation d'alcool, mettons, régulière et excessive. Mais si le jeune voit ses parents boire de façon régulière et excessive, si mes parents le font, ça ne doit pas être si mal que ça. Ouais. Même chose aussi pour tout ce qui peut être fumer. Mais encore là, si les parents boivent ou fument, ça fait en sorte que c'est quelque chose qui existe dans le milieu familial. Donc à ce moment-là, c'est un élément qui devient accessible facilement pour l'enfant. Les études l'ont démontré. C'est une des raisons pour laquelle on voit quand même une grande diminution des jeunes qui fument. Parce que de plus en plus, les parents ne fument plus, donc les cigarettes sont plus à la maison. Mais
on recule de pas si longtemps, où que l'ensemble de la société québécoise fumait. Mais un enfant, souvent, les premières cigarettes, mais ils avaient pour à ses parents parce que c'était accessible. Comme les premières bières, souvent, j'en ai pris une celle de mes parents. Puis évidemment, tout dépendant de la culture, c'est quelque chose qui va être valorisé. Donc, un événement spécial à l'enfant, tu veux-tu une petite coupe de vin ou tu veux, le Canadien vient de gagner, prends un shooter de bière ou quelque chose comme ça. Puis ça crée une certaine accoutumance. Fait que, oui, c'est sûr qu'il y a une influence. Encore là, après ça, mais le milieu de l'éducation peut servir justement à l'enfant de voir justement si tu as des bonnes habitudes de vie ou pas, puis de pouvoir avoir un impact par la suite. Mais c'est sûr que les habitudes de vie en termes d'alimentation, si les parents, si on le voit de par la culture, comment on est fortement influencé, plus un parent va créer des souvenirs des fois avec l'alimentation par rapport à certains mets, entre des mets santé et des mets qui ne sont pas santé, mais ça vient toucher l'enfant dans sa conception, dans son rapport à cette alimentation-là. Si c'est un enfant, par exemple, présente, mec valeur, le joyeux festin, comme parce que tu as eu un bon résultat ou tu as bien agi, on va aller chercher un joyeux festin, puis il associe ça à une récompense, une treat. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un rapport positif par rapport à la malbouffe à ce moment-là. Fait que ça va venir influencer, effectivement. OK. Moi, c'était toutes mes questions. Est-ce que vous en aviez? Personnellement, j'en avais pas particulièrement. Je pense qu'on a répondu absolument tout. Ouais. OK, c'était pas mal tout. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu. C'est très apprécié. Oui, vraiment. Donc, c'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui sur le développement de l'enfant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis si jamais vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, vous pouvez consulter notre page Instagram Éduquer pour protéger. Merci. Bye.